Alors si je reviens donc au guide, à ce guide donc qui présente donc les droits des étudiants handicapés et leur plan d'accompagnement, il y a une partie en effet de ce guide qui concerne l'orientation et l'insertion professionnelle. Alors, je ne vais pas trop développer cet aspect, donc je me suis plus focalisée sur l'enseignement supérieur, mais effectivement, il y a aussi certaines choses là, qui sont mentionnées dans ce guide qui me semblent importantes, parce que certes, l'étudiant s'engage dans des études, mais il faut aussi se préoccuper de son projet professionnel. Hein. Ce n'est pas seulement qu'il arrive à avoir le diplôme, qu'il aille jusqu'au bout de son cursus. Bon, ça c'est important bien sûr, mais pas que. Hein, l'important, c'est qu'effectivement, il ait fait le bon choix et puis que ça puisse déboucher ensuite sur un emploi. Donc, effectivement, pour ce qui est de ce projet professionnel, dans ce guide, il est mentionné que, je cite, un projet ne vaut que s'il est porté par la personne elle-même. Donc là encore, on met l'accent sur l'importance du point de vue de la personne. Ne pas céder à la logique de placement où l'étudiant subirait des choix faits par autrui. Certains jeunes demandent « Que me proposez-vous ? Quel métier puis-je choisir avec mon handicap ?» C'est vrai que, voilà, ils veulent un petit peu du tout fait. Hein, voilà, vous savez que je suis autiste, qu'est-ce que vous me proposez comme métier ? Comme s'il y avait des métiers qui étaient faits pour les autistes. Donc, ce guide a raison de préciser cette chose, hein, c'est-à-dire que là, c'est à l'étudiant lui-même de faire son choix. Et ça, on le verra par les témoignages de personnes autistes. C'est très important, ce choix des études. Hein. Certains font des choix pertinents, d'autres un peu moins pertinents. Donc, c'est important justement de l'aider à faire non pas de décider à sa place ou de lui faire des suggestions, mais de l'aider à prendre la bonne décision. Hein. Et accompagner justement ces étudiants, c'est justement les aider à découvrir l'université, bien sûr, mais aussi le monde professionnel, d'autant que certains vont devoir faire des stages en entreprise à un moment donné. Hein, ça dépend du cursus qu'ils ont choisi. Et c'est très important qu'ils puissent eux-mêmes, au bout d'un certain temps, faire leur propre choix. Et on doit les aider à faire ce choix. Alors, pour ce qui est justement de ce projet professionnel, ce guide, là aussi, attire l'attention des professionnels qui accueillent, mais aussi qui accompagnent. Par exemple, il mentionne qu'un étudiant handicapé, n'ayant pas besoin d'accompagnement pour suivre ses cours, pour passer ses examens, parce qu'ils n'ont pas tous besoin d'aide, et c'est plus ou moins, certains ont besoin d'une aide ponctuelle, d'autres d'une aide plus continue, etc. Donc il faut voir au cas par cas. Donc certains peuvent se passer de cette aide au moment de leur cursus universitaire. En revanche, ils peuvent avoir besoin d'un accompagnement pour leur devenir professionnels. Hein, parce qu'effectivement, le monde professionnel est différent du monde universitaire, du milieu étudiant. Et donc, ce suivi régulier de l'étudiant est important, et cette préoccupation du projet professionnel. Et là aussi, ils mettent en garde sur les préjugés de ceux qui accompagnent. Il faut s'interdire de prédire le comportement d'un étudiant au regard d'un vécu avec une autre personne handicapée. L'expérience menée avec une personne n'est jamais intégralement transposable à une autre personne. Moi, je trouve que ce genre de recommandation a tout son sens. Hein. C'est vrai que même les professionnels qui ont une certaine expérience, qui ont accompagné certains étudiants, il faut qu'ils fassent très très attention au moment où ils sont confrontés à un nouvel étudiant, de le considérer justement comme une personne singulière, vraiment d'essayer de le cerner, de le comprendre, de comprendre ses besoins, et de ne pas l'assimiler à quelqu'un qu'on a connu, etc., et de conclure trop vite, et surtout de décider à sa place. Donc là, il y a vraiment des compétences qui doivent se développer chez ces personnes qui accompagnent ces étudiants handicapés. Alors là, je vais vous faire entendre donc un extrait. Alors c'était dans la même conférence, la conférence Asperanza du 29 avril 2016. Donc là, c'est la directrice donc du groupe Handisup qui s'exprime et qui parle de ce qu'elle appelle la méthode d'accompagnement professionnel. Donc là aussi, je trouve que son témoignage est tout à fait intéressant. Voilà, elle s'appelle Charlotte Lemoine.
Je signale une étude comparative qui a fait la Fondation de France. Donc, nous, on est financé maintenant par la Fondation de France, encore pour 1 an. Et elle a nommé Madame Leroy-Atala, qui est sociologue, pour aller dans 5 associations qui font du coaching. 2 du coaching pour personnes autistes et 3 du coaching pour des personnes qui ont un handicap psychique. Et elle a comparé un petit peu nos pratiques. Et ce qu'elle a constaté, c'est qu'en fait, toutes les 5 associations adoptent une méthode d'accompagnement qui s'appelle la méthode IPS, Individual Placement and Support. Bon, nous, on le faisait, on ne savait même pas que c'était cette méthode-là, mais disons que ça nous vient de l'autre côté de l'Atlantique. En matière d'insertion professionnelle, les dispositifs les plus efficaces d'après l'outre-Atlantique ont 5 grands principes d'intervention. On retrouve toujours plus ou moins 5 grands types. Le premier, l'objectif, c'est le milieu ordinaire. Il faut avoir ça comme ambition. Si ça ne fonctionne pas, on peut essayer d'autres modes, mais c'est le milieu ordinaire quand on accompagne quelqu'un. Deuxièmement, zéro exclusion. C'est-à-dire qu'on accompagne tout le monde. On ne dit pas celui-là il a un handicap trop lourd, celui-là il a des habilités sociales trop loin, etc. On essaye pour tout le monde. Il ne faut pas avoir d'a priori parce qu'on ne sait pas où on va aller. Troisième point, c'est la recherche rapide d'emploi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire, bon, pas toujours se dire, on va se donner 6 mois, et puis s'il est prêt, on le mettra dans l'emploi. Non, c'est l'emploi qui va faire évoluer aussi la personne. Donc il faut réussir à préparer, bien entendu, mais pas attendre la perfection pour aller vers l'emploi, parce que c'est quand il sera en milieu professionnel qu'il peut aussi se révéler être bien. Donc ne pas attendre d'être prêt, il faut se lancer. Ensuite, un accompagnement individualisé, ça c'est évident. Du job développement, c'est-à-dire être capable d'aller dans une entreprise et la convaincre d'adapter le poste à la personne, plutôt que de vouloir toujours un homme parfait sur un poste. Non, c'est... Donc on a des entreprises qui arrivent à créer des postes sur mesure. Ils voient un jeune, ils trouvent qu'il a des compétences, et ils créent le poste sur mesure. Bon, c'est pas encore généralisé. Mais plus on dit que ça existe, plus ça donnera peut-être l'idée à d'autres de le faire. Ensuite, coordination avec les soins. C'est vrai que je ne l'ai pas signalé, mais on travaille avec le Centre Ressources Autisme de Haute-Normandie, en relation étroite. Et aussi, on oriente vers des psychologues quand des situations relèvent du soin. On ne fait pas de soins. Et puis enfin, un soutien continu sans limite. Alors ça étonne toujours les financeurs. C'est-à-dire que les jeunes arrivent, on les reçoit, mais on ne sait pas quand ils vont sortir. Alors il y a toujours ce fantasme, ils vont suivre plein de gens. Non, ils partent naturellement parce que soit ce que vous faites est utile et efficace, et dans ce cas ils trouvent un travail, donc après ils n'ont plus besoin de nous, ou soit ce que vous faites n'est pas efficace et sert à rien. Et je vais vous dire, c'est d'autant plus vrai pour les personnes autistes, c'est qu'ils ne vont plus venir vous voir. Donc ça se régule tout seul. Et les 5 associations qu'elle a rencontrées faisaient la même chose que nous et ils n'étaient pas envahis de personnes qui resteraient des années. L'accompagnement chez nous, en moyenne, c'est 3 ans. Mais certains sont accompagnés 1 année, d'autres 3, d'autres 4, mais ça se régule tout seul. Après, je finis avec les soutiens et je laisse la parole à Anaïs. C'est qu'on est soutenu, je vais les citer parce que c'est important, la Fondation de France, la Fondation Terre Plurielle de Bouygues, la Fondation MMA, dans une moindre mesure, mais un soutien important, Harmonie Mutuelle, Bolloré, la Fondation Bolloré, Lubrizol, et bien sûr l'Université de Rouen, l'Université du Havre. Je les cite parce qu'évidemment, il manque du monde. Il n'y a pas l'Agence régionale de santé, il n'y a pas l'État, il n'y a pas la GFIP, il n'y a pas le Fonds pour l'emploi dans la fonction publique, et c'est pas faute de les avoir sollicités. Il n'y a pas trop de fonds publics, on n'a pas réussi encore à mobiliser. Et on l'a vu tout à l'heure, au niveau des députés et des problématiques, le diagnostic, l'éducation, bon, il y a plein de sujets, tellement de sujets à voir. L'insertion professionnelle n'est pas encore vraiment totalement soutenue. En tout cas, on n'a pas réussi. On espère, on attend. Alors, je vais commenter un petit peu la vidéo qu'on vient de voir, où s'exprime donc la directrice de Handisup. Et donc, voilà, comme ils ont fait de l'accompagnement à la fois dans les universités et dans les entreprises d'étudiants handicapés. Donc il y a plusieurs principes, donc elle mentionne donc cette étude qui a été faite et qui mentionne plusieurs principes que eux-mêmes, dans leur équipe, ils suivent. Alors je vais reprendre certains de ces principes que je trouve extrêmement importants. Le premier, ne pas faire de sélection a priori.
on pourrait appeler ça un pronostic, essayer d'éviter les pronostics, parce que c'est vrai que même dans le haut du spectre, puisque naturellement ce sont surtout ces personnes qui arrivent dans l'enseignement supérieur et après dans les entreprises, eh bien, il faut essayer de ne pas sélectionner. Et c'est vrai même que quand on voit les personnes qui ont été filmées, dont on a pris les témoignages, eh bien, il y en a qui, effectivement, dont le handicap est plus visible que d'autres. Et bon, quand on a affaire à une personne dont le handicap est plus visible, donc on se dit qu'effectivement, elle doit avoir beaucoup de difficultés. Et là, on commence à freiner et à se dire, mais peut-être que ça ne va pas être possible, etc. Et là, effectivement, son principe, c'est de ne pas faire de sélection a priori. Si l'étudiant se présente, il a la volonté de... il peut avoir aussi des soutiens, bien sûr, dans son entourage. Eh bien, il faut y aller. Il faut y aller et c'est la situation elle-même qui va montrer si c'est possible ou pas possible. Il ne faut pas décider a priori. C'est vrai qu'en France, là, on a vraiment tendance, beaucoup tendance, mais aussi pour les enfants et les adolescents et dans le cadre de leur scolarité, à faire des espèces d'évaluations a priori comme ça. C'est-à-dire qu'on n'a même pas essayé et on se dit « Ah non, c'est pas la peine, c'est pas possible ». Alors que elle insiste bien sur cet aspect que la situation peut révéler des possibilités auxquelles on ne pensait même pas, auxquelles on ne croyait pas. Hein, on saura si c'est possible ou pas quand la personne se trouvera dans la situation. Donc c'est vraiment là un principe qui me semble tout à fait intéressant, à la fois pour accueillir un étudiant dans une université ou pour l'accueillir dans une entreprise. Ça, on ne prend pas assez, on ne peut pas prendre de risques, quoi. Hein, et donc, on se fie à cette espèce de jugement a priori, mais qui souvent nous fait faire des erreurs, parce qu'il y en a sans doute un certain nombre qui auraient peut-être pu s'engager, mais à qui on n'a pas permis, à cause justement de ces fameux pronostics. Et puis, effectivement, pour ce qui est de la recherche d'emploi ou de la recherche de stage, voilà, ça peut être aussi la recherche de stage pour un étudiant dans une entreprise. Eh bien, naturellement, il faut le préparer. Hein, c'est important de le préparer pour qu'il puisse se présenter, etc. Surtout s'il y a des entretiens. Pour des étudiants autistes, c'est pas facile et on va y revenir. Mais là aussi, elle dit, ça rejoint un petit peu le principe précédent, qu'il ne faut pas attendre que l'étudiant soit prêt. C'est-à-dire que c'est vrai que bien souvent, si on s'engage dans cette préparation, on se dit « Ok, on va le préparer ». Et quand on sentira qu'il est prêt, on l'enverra là à l'entretien d'embauche, si c'est pour qu'il soit employé, ou à l'entretien pour qu'il soit pris en stage. Donc là, bien sûr, il faut se donner un petit temps de préparation, il ne faut pas se précipiter non plus, mais pas attendre trop longtemps non plus. Hein, parce que, justement, là aussi, c'est la situation qui va faire évoluer la personne, donc il ne faut pas attendre qu'elle soit prête. Peut-être que si on se met dans cette posture, on va attendre très longtemps et on va se dire, voilà, ah non, elle n'est pas prête, il vaut mieux pas prendre le risque de, etc. Bah si, justement, à un moment donné, il faut prendre le risque, on l'a préparé. On ne sait pas comment ça va se passer, mais il faut prendre le risque de l'envoyer dans la situation. On verra bien, après on réajustera. Enfin, je crois qu'en France, on ne prend pas suffisamment justement ce genre de risque. Bon, après, effectivement, les principes qu'elle développe sont intéressants, notamment dans les entreprises où on peut, là, ce sont les accompagnants qui doivent se charger de ça, essayer de demander à certaines entreprises d'adapter le poste à la personne. Hein, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on connaît bien la personne, qu'on connaît bien à la fois ses difficultés, mais aussi ses compétences, eh bien, voilà, pourquoi pas, dans une entreprise, aussi bien pour un stage aussi, choisir quelque chose qui lui est adapté, hein, quelque chose qu'on va construire pour elle. Hein, et donc ça, c'est aussi une démarche tout à fait intéressante. Et pour ce qui est du temps d'accompagnement, hein, c'est vrai que voilà, les financeurs parfois s'inquiètent hein, quand effectivement ils voient des accompagnants s'engager à côté d'étudiants handicapés, ou soit pour les aider à s'insérer. Et là, il explique bien que voilà, la régulation, elle se fait toute seule, il n'y a pas à s'inquiéter, ou ça va marcher.
Et à ce moment-là, l'étudiant va se lancer et puis ou il sera pris en stage ou il sera pris comme employé. Et à ce moment-là, on ne sera pas obligé de le suivre d'une façon aussi intensive. Ou bien ça ne va pas marcher et à ce moment-là, voilà, l'accompagnement s'arrêtera de lui-même. Donc il n'y a pas à s'inquiéter. Et là, c'est vrai que c'est intéressant de s'appuyer là sur l'expérience de ces accompagnants, de ces professionnels là, qui savent de quoi ils parlent, qui se sont trouvés dans les situations et dont on voit bien que voilà, ils ont dépassé des préjugés, ils acceptent de prendre certains risques, hein, et même voilà, d'accompagner des personnes avec des profils peut-être un peu plus sévères que d'autres, en se disant on verra bien si ça marche ou si ça marche pas, hein. Et ça, je pense que c'est vraiment une démarche qu'il faut promouvoir.